Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cet atelier dédié aux opportunités créées par les stratégies de réduction des émissions carbone dans la région ASEAN-Océanie. Je suis Géraldine Mabille de l'agence Business France, qui est une agence d'État dédiée à l'accompagnement des PME et ETI françaises pour entrer sur les marchés étrangers. Je vais aujourd'hui vous présenter succinctement le contexte et le concept de réduction des émissions carbone qui ont pour objectif final l'atteinte d'un net zéro carbone à l'échelle mondiale. Je vais également vous présenter un état des lieux de la zone ASEAN-Océanie, des besoins de la région et des principaux acteurs de la décarbonation ainsi que leur périmètre d'action. Commençons tout d'abord par rappeler quelques événements clés. Deux événements ont eu lieu dans le courant de l'été. Le 9 août dernier, le GIEC a publié le rapport AR6 qui dresse un état des lieux de la connaissance scientifique sur le fonctionnement du système climatique et sur la manière dont les activités humaines modifient ce fonctionnement. Le constat est sans appel, il est urgent d'agir maintenant. Le 14 juillet, l'Europe a de son côté présenté son pacte vert, qui est également appelé Fit to 55, dont l'application a pour objectif la réduction des émissions européennes de gaz à effet de serre à hauteur de 55% d'ici 2030 par rapport aux émissions de 1990. Ce programme comprend plusieurs mesures dont je vais vous épargner la lecture exhaustive, mais j'attire votre attention sur une mesure qui a particulièrement fait écho dans la région. Il s'agit de la mesure qui concerne la mise en place d'une sorte de taxe carbone aux frontières. C'est la mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui consisterait en l'application de droits de douane spécifiquement sur l'importation de certains biens produits dans des pays où les normes environnementales sont plus souples que dans l'Union européenne. Et je ne vous cache pas que les normes environnementales en Asie du Sud-Est, elles sont rarement plus contraignantes que les normes européennes. Je vais ensuite vous rappeler les grandes lignes de l'accord de Paris qui a été signé lors de la COP 21, qui s'est tenue donc à Paris en 2015. Cet accord, c'est un traité international qui a été adopté par 196 parties et il est entré en vigueur en novembre 2016. Il a pour objectif la limitation du réchauffement climatique à un niveau inférieur à 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Chaque pays signataire s'est engagé à soumettre un plan d'action climatique appelé Contribution nationale déterminée et souvent désigné par l'acronyme NDC. Ces contributions sont accessibles généralement en ligne et elles permettent de comprendre quelle est la feuille de route que se fixent les pays signataires pour réduire effectivement leurs émissions. Les 10 pays de l'ASEAN ont ratifié cet accord de Paris entre le 3 juillet 2015 et le 16 septembre 2017. Je me permets d'ajouter ici l'Australie pour information parce que ce pays va faire partie de la présentation parce qu'il appartient à la zone géographique désignée par ASEAN-Océanie. L'accord de Paris, il fonctionne sur un cycle de 5 ans et la COP 26, qui commence très prochainement, devrait faire le bilan des NDC révisées, soumises par les signataires de l'accord de Paris. À noter donc qu'il n'est pas impossible que les informations que je vais vous présenter aujourd'hui soient caduques après la COP 26, car certains pays vont probablement réviser leur copie durant cette conférence. Enfin, pour conclure cette introduction, je me permets de préciser les notions de neutralité carbone et de réduction des émissions. La neutralité carbone, ça concerne l'atteinte d'un équilibre entre les émissions émises et celles captées et séquestrées. La neutralité carbone, c'est un objectif mondial qui sera atteint par des démarches de réduction des émissions et d'augmentation de puits de carbone. Ça n'a pas de sens de parler de neutralité carbone pour une institution ou une zone géographique. La neutralité carbone, c'est vraiment un objectif global mondial. Je vous propose maintenant de vous emmener en ASEAN-Océanie. Cette région, elle correspond en réalité au découpage régional de la Team France Export et je travaille donc pour la zone ASEANO qui comprend les 10 pays de l'ASEAN et l'Australie. En gras apparaissent les pays dans lesquels vous avez des institutions Business France. Voici maintenant quelques chiffres qui ont pour objectif d'illustrer l'hétérogénéité de la zone. La zone ASEANO, elle comprend des pays très développés comme Singapour qui affiche un PIB par an de plus de 65 000 $ US par habitant. Vous avez dans la même zone le Cambodge qui affiche quant à lui un PIB de seulement 1 620 $ US par an et par habitant. Ces chiffres de PIB sont à mettre en perspective avec la croissance du PIB des pays, qui est aussi représentante, plus un pays est en voie de développement, plus cette croissance est élevée. Dans la zone, vous avez aussi des pays qui n'ont pas du tout le même poids démographique. Par exemple, l'Indonésie, ça représente 266 millions d'habitants.
alors que Singapour, encore une fois, c'est une cité-État qui comprend moins de 6 millions d'habitants. Donc, ces différents chiffres, ils ont comme objectif de vous mettre en évidence le fait que les pays de la région ASEAN-Océanie, ils ne sont pas égaux en termes de capacité technique et de capacité financière, surtout pour réduire leurs émissions, mais aussi pour lutter contre les effets du changement climatique. Car la région Asie du Sud-Est, tout comme l'Australie, ces deux régions sont particulièrement concernées par l'augmentation de la fréquence et de la puissance des événements climatiques. Je peux citer en exemple les feux de forêt en Australie, les feux de forêt en Indonésie ou en Malaisie, l'augmentation de la fréquence des ouragans, des inondations, les problématiques de montée de niveau de la mer qui concernent énormément de pays de la zone, notamment le Vietnam, Singapour, les Philippines. En vérité, pas un seul pays de la région n'est épargné par les effets du changement climatique sur les événements environnementaux. Voici quelques chiffres donc pour illustrer ce dilemme, le dilemme de la région qui connaît à la fois actuellement une énorme croissance économique, qui contribue à l'émergence d'une classe moyenne assez conséquente, et ce développement économique qui s'accompagne bien évidemment d'une très forte augmentation de la demande énergétique de la zone. Depuis les années 2000, la demande énergétique en ASEAN, elle a augmenté de 80%. Et cette demande, pour l'instant, elle est satisfaite par une très forte augmentation de la part des énergies fossiles, notamment le charbon, dans le mix énergétique de la zone. Dans le même temps, cette croissance du développement, elle est accompagnée par une croissance des risques environnementaux pour les pays, mais également en particulier pour des capitales économiques très importants comme Jakarta ou encore Bangkok. Ce chiffre de 96% de la surface urbaine de Bangkok qui est à risque d'inondation, il faut avoir en tête que ces 96% de territoire de Bangkok, ils concernent 10 millions d'habitants. Voilà, donc cette carte, elle a ces chiffres et ils ont vraiment pour objet de mettre en évidence le dilemme que rencontrent les pays de la région. Je vous emmène ensuite sur une troisième carte pour illustrer l'hétérogénéité de la zone. C'est la carte des émissions de combustibles fossiles par an et par habitant pour chaque pays de la zone. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que sur cette carte, on observe que l'Australie, notamment, arrive en tête des très, très mauvais élèves avec des émissions de combustibles fossiles d'à peu près 16 tonnes de CO2 équivalent en moyenne par an et par habitant. Sachant qu'il ne s'agit ici que des émissions liées à la consommation de combustibles fossiles. Ne sont pas pris en compte les émissions liées à l'usage des terres ou encore l'empreinte carbone des biens de consommation qui sont importés vers les habitants de ces pays. Sans surprise, les pays les moins développés, comme le Cambodge ou les Philippines, eux, ont des niveaux d'émissions à peu près équivalents à 1 tonne de CO2 équivalent par an et par habitant. Il n'est donc pas surprenant, en regardant l'hétérogénéité, la capacité financière des pays et leur niveau de développement, de voir que les pays ne vont pas s'engager de la même façon sur la réduction de leurs émissions de CO2 et de gaz à effet de serre. Les pays en développement vont d'un côté s'engager à limiter leurs émissions, mais pas par rapport à un niveau d'émissions passé, vu qu'ils sont en cours de développement et qu'ils n'ont pas encore atteint une ère totalement industrielle. Donc ces pays vont s'engager à réduire leurs émissions par rapport à un niveau d'émissions hypothétique qui aurait été atteint s'ils avaient poursuivi leur développement dans un scénario business as usual. Les pays en développement vont aussi conditionner leurs engagements. Ils vont s'engager à réduire leurs intensités d'émissions, c'est-à-dire qu'ils vont s'engager à réduire la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre émises au ratio des points de PIB du pays, de croissance du pays, donc par rapport à une intensité d'émissions actuelle. Voilà à peu près les engagements que peuvent tenir les pays en voie de développement. Les pays développés de leur côté, qui ont déjà atteint leur ère industrielle et qui sont maintenant sur un rythme de développement plutôt de croisière, ces pays, eux, vont s'engager à réduire leurs émissions par rapport à un niveau d'émissions lors de l'ère pré-industrielle. Actuellement, on peut identifier à peu près 3 catégories d'acteurs de la décarbonation en ASEAN-Océanie. On va trouver les institutions publiques, les gouvernements, les bailleurs de fonds et le secteur privé. Je vais commencer par faire un petit récap sur les institutions publiques qui commencent actuellement à élaborer des stratégies de réduction des émissions. Et on va rapidement faire un tour des engagements politiques donc, de quelques pays de la région. Commençons par l'Australie,
qui, je dois l'avouer, est relativement peu ambitieuse. Elle s'est engagée à réduire ses émissions de entre 26 et 28% d'ici 2030 par rapport à son niveau d'émissions de 2005. Il faut avoir en tête que l'économie australienne repose en très grande partie sur ses ressources minières et sur ses exportations de charbon. Vous avez également Singapour qui s'est engagé à atteindre un pic d'émissions de 65 millions de tonnes de CO2 vers 2030, avec une réduction d'intensité d'émissions de 36% par rapport à 2005, par rapport aux émissions de l'île en 2005. Ensuite, vous avez la Malaisie qui s'est engagée à réduire son intensité d'émissions de entre 35 à 45% d'ici 2030 par rapport aux émissions de la zone en 2005. Vous remarquerez que certains des engagements de la Malaisie, et ça va être revenir dans d'autres engagements d'autres pays de la zone, il y a une différence entre les engagements inconditionnels qui seront tenus quoi qu'il en soit, en théorie, et les engagements conditionnés, qui sont conditionnés à un appui des pays développés. C'est-à-dire quand on parle d'appui financier et technique. La Thaïlande, de son côté, elle s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à un scénario business as usual entre 20 et 25% d'ici 2030. Vous avez aussi l'Indonésie qui s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre entre 26 et 41% d'ici 2030, comparé à un scénario business as usual. Et apparemment est en discussion l'atteinte d'une neutralité carbone du pays en 2060. L'annonce qui a été particulièrement fracassante récemment, c'est l'engagement du pays à ne plus construire de centrales charbon après 2023. Le pays s'est également engagé à atteindre un taux de 23% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique d'ici 2025, autant dire demain. Ce qui est intéressant pour l'Indonésie, c'est qu'il faut avoir en tête que c'est un pays composé de milliers d'îles et qui aussi possède des énormes ressources de charbon et donc pour lesquelles il est très délicat de se fermer à une ressource abondante en énergétique et également de potentiellement se rendre dépendant d'autres pays. Donc le shift va être fait sur le développement des énergies renouvelables, j'imagine marines et solaires. Le Vietnam, de son côté, s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre entre 9 et 27% d'ici 2030 par rapport à un scénario business as usual. Ce qui est intéressant à noter au Vietnam, c'est que le pays possède une zone côtière assez conséquente et très très venteuse. Et donc le pays a beaucoup misé sur le développement des énergies marines, des éoliennes offshore, qui vont, je pense, contribuer pour grande partie à la part renouvelable de son mix énergétique. Ensuite, vous avez le Laos. Le Laos s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 60% d'ici 2030 par rapport à un scénario business as usual. Sa stratégie, elle va être très axée sur la lutte contre la déforestation et le développement d'énergies renouvelables, donc augmenter ses puits de carbone et réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Sachant que le Laos dispose d'énormément de ressources hydroélectriques. Enfin, le Cambodge s'est engagé, quant à lui, à réduire ses émissions de 41,7% d'ici à 2030, toujours par rapport à un scénario business as usual. Voici pour les engagements politiques de la région et qui en fait reflètent les volontés des institutions publiques sur la décarbonation de la région. Dans une région où de nombreux pays sont encore en développement, les bailleurs de fonds sont des acteurs clés de la décarbonation et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les bailleurs de fonds comme l'AFD, l'Agence française de développement, l'ADB, Asian Development Bank, ou aussi appelée la BAD, Banque asiatique de développement, ou encore la Banque mondiale, permettent le financement de projets de développement conséquents via l'octroi de prêts ou de dons à des institutions publiques. Ces dernières années, on observe une tendance de plus en plus marquée de la part de ces agences pour intégrer dans leurs projets des composantes de lutte contre le réchauffement climatique. Vous pouvez voir ici que l'AFD a financé des projets d'adaptation et d'atténuation climat à hauteur de 390 millions d'euros en 2020 dans la région. Après les gouvernements locaux, les bailleurs de fonds, je vous présente maintenant une dernière catégorie d'acteurs de la décarbonation et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre en ASEAN-Océanie. Il s'agit du secteur privé. Les raisons qui poussent une entreprise privée à mettre en place une démarche de réduction de ses émissions, elles sont multiples et elles ne sont pas uniquement conséquentes de la mise en place d'une réglementation par les institutions locales. On peut notamment évoquer les cas de figure suivants. Le cas d'un grand groupe international qui dispose d'activités dans certains pays de la région, qui a des engagements pris sur l'entièreté de son activité
sur l'ensemble du globe, va devoir décliner localement une démarche de réduction de ses émissions. Vous avez également des exportateurs locaux qui souhaitent maintenir leur accès au marché européen et qui ont notamment bien observé le fait qu'il y allait potentiellement avoir une taxe carbone à l'entrée du marché et qui va essayer peut-être de se démarquer de ses concurrents en ayant des produits avec un label carbone qui correspond plus aux attentes européennes. Ce même exportateur local, il pourra peut-être aussi souhaiter se préparer à la mise en place d'une réglementation plus contraignante sur ces émissions qui sera décidée à terme par les institutions locales. Enfin, vous avez des entreprises qui vont se positionner sur des secteurs qui sont créés par les démarches de réduction des émissions. Je pense à des groupes locaux qui ont basculé leur production de véhicules à énergie fossile vers des véhicules électriques, par exemple. Voilà, donc vous avez ce type d'entreprises qui vont effectivement se positionner, qui vont être des acteurs de la décarbonation dans la région. Et enfin, on a récemment pas mal de marques d'intérêt d'entreprises locales qui regardent avec beaucoup d'attention l'émergence de marchés du carbone et qui sont en train de réfléchir à de quelle façon elles peuvent acquérir des puits de carbone, notamment pour monétiser ces puits de carbone dans le futur avec l'accès à des crédits carbone. Voilà, donc vous avez à peu près, c'est pas exhaustif, mais un peu certains moteurs qui vont inciter une entreprise à se pencher sur la mise en place d'une décarbonation ou d'une réduction de ses émissions de sa propre installation et qui vont réfléchir à un positionnement de leurs activités. Je vais citer pour exemple 2 cas locaux. Vous avez l'entreprise Saint-Gobain, par exemple, qui décline en Asie du Sud-Est, en effet, la stratégie globale du groupe d'atteindre une neutralité carbone en 2050 pour ses activités. Vous avez autrement un autre exemple d'un acteur local qui en fait est proactif dans la démarche de réduction de ses émissions. Il s'agit du groupe Marubeni, qui est l'un des plus gros conglomérats japonais, qui est vraiment une énorme entreprise au Japon et qui porte énormément de projets de développement sur beaucoup de pays de la région, qui a surpris beaucoup de monde en septembre 2018 quand l'entreprise a annoncé son retrait de toutes les activités en lien avec le secteur du charbon. Je vais vous proposer maintenant d'écouter le témoignage de l'entreprise Saint-Gobain pour l'activité de Saint-Gobain sur la zone ASEAN-Océanie. Alors Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux de construction et des matériaux pour l'industrie, dont l'objectif est d'allier performance et développement durable. On est très présent dans le secteur des matériaux de construction, ce qui est ce dont je m'occupe dans la zone. Et donc, plus concrètement, dans les pays dont j'ai la charge, on a des usines de plaques de plâtre, de mortier, on produit ce qu'on appelle des construction chemicals, donc la chimie de la construction. Et puis, on importe et on vend depuis d'autres pays de la région du verre, de l'isolation et puis des matériaux performance pour les bâtiments. Saint-Gobain, c'est un groupe international qui a été créé il y a plus de 350 ans et qui est présent dans 70 pays dans le monde et qui fait plus de 40 milliards de chiffre d'affaires avec environ 170 000 employés dans le monde entier. On est en Asie depuis très longtemps. C'est pas notre plus grosse région. On est encore très exposé à l'Europe, aux États-Unis, et on est assez gros en Amérique du Sud. Mais on se développe très rapidement en Asie et c'est une priorité pour le groupe. On a des opérations qui croissent très rapidement en Chine, en Inde et l'Asie du Sud-Est est évidemment une zone stratégique pour nous. La réduction des émissions de CO2, c'est au cœur de notre stratégie qui repose sur 2 piliers, la performance des matériaux qu'on offre à nos clients et le développement durable. C'est pas nouveau pour Saint-Gobain, puisque le PDG de Saint-Gobain, Pierre-André de Chalandard, avait déjà écrit un ouvrage sur le sujet en 2015, qui était assez tôt, et a pris des engagements au niveau du groupe très tôt. Mais ça s'est accéléré ces dernières années. On a pris l'engagement d'être neutre en carbone d'ici 2050, qui est un engagement très important pour nous. Alors, 2050, c'est très loin.
pour une boîte industrielle comme nous, hein, être neutre en carbone, c'est un engagement qui est extrêmement ambitieux, puisqu'on a évidemment des usines partout dans le monde, on en a plus de 1000. Et donc, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, surtout que nous, on considère les scopes 1, 2 et 3 et qu'on veut être vraiment neutre en carbone, pas simplement compenser les émissions qu'on produit. Donc, c'est très ambitieux, mais c'est très loin. Et donc, on a développé des outils pour qu'on ne repousse pas les efforts. Et donc, on a des objectifs de réduction du carbone à l'horizon 2025, à l'horizon 2030 et des roadmaps, des feuilles de route sur le développement durable pour toutes les business units et tous les pays qu'on revoit très régulièrement et qui sont intégrés dans notre plan stratégique, donc qui font vraiment partie de notre stratégie. On a aussi décidé de consacrer 100 millions d'euros par an à des investissements qui visent à réduire nos émissions de carbone. Et on arrive maintenant à faire des usines qui sont neutres en carbone. On en a annoncé dans les pays nordiques récemment. Et puis, on a un prix interne du carbone. Et donc, quand on veut faire un investissement, une acquisition, etc., on prend en compte le prix du carbone quand on calcule le retour sur investissement des investissements ou des acquisitions qu'on effectue. On arrive à remplacer une grosse partie du ciment par ce qu'on appelle des fly ash, des cendres volantes, qui sont des déchets d'autres industries, ce qui est très positif en termes de CO2. On le fait par exemple en Indonésie, mais on ne peut pas encore le faire dans toutes les usines parce qu'il faut obtenir des autorisations et que ça prend extrêmement longtemps. Et donc, voilà, on peut passer plusieurs mois, voire une année, à essayer d'obtenir ces autorisations avant de pouvoir effectivement utiliser ces matériaux de remplacement qui sont beaucoup moins nocifs pour l'environnement que le ciment. Ce qui est difficile, c'est que l'argument produit vert pour nos clients dans le bâtiment, ce n'est pas encore quelque chose qui compte pour eux. Donc, dire que nos produits sont plus performants, plus faciles à installer, plus durables, etc., ça marche et ça permet de les vendre avec un premium de prix. Dire qu'ils sont verts, pour le moment, ce n'est pas un argument qui fonctionne très bien auprès de nos clients particuliers, des professionnels du bâtiment, etc., dans les pays en développement, très honnêtement. Ce qu'on voit, c'est que ça fonctionne très bien pour motiver, attirer et retenir les talents, et qu'en Asie du Sud-Est, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que le marché est très concurrentiel, et que le fait qu'on ait une vision sur le développement durable, qu'on walk the talk, qu'on prenne des engagements concrets et que ce soit vraiment intégré dans nos opérations quotidiennes, ça permet d'attirer des talents et de les retenir. Et ça, c'est très important pour nous. Et puis, moi, je pense qu'en fait, ce qu'on se dit avec nos équipes, c'est que certes, pour le moment, dire que nos produits sont plus verts que les autres, ça ne change pas grand-chose, ça ne nous aide pas à les vendre mieux, mais ça nous aidera, ça va très vite ici, ça ne nous aidera pas dans 10 ans, ça nous aidera dans 2 ans, dans 5 ans, je ne sais pas, mais ça ira beaucoup plus vite que ce que ça a pris dans les pays en Europe ou aux États-Unis, et ça, j'en suis sûre. Et le fait de se positionner maintenant et d'avoir une image d'un acteur en avance sur ces sujets-là dès maintenant, c'est un investissement mais je dirais même pas pour le long terme, pour le court à moyen terme, je pense. Après, je suis peut-être très ambitieuse ou très optimiste, mais je suis sûre que ça va changer vite. C'est un des sujets qui font que Saint-Gobain est une entreprise qui est attractive, innovante et dans laquelle on a envie de travailler. Et je pense que pour ma génération et encore plus pour les générations qui suivent, c'est non négociable et que si une entreprise ne prend pas des engagements qui sont concrets, réels et tenus et qui se traduisent dans les faits, je ne suis pas sûre que son avenir soit assuré, ne serait-ce que parce qu'elle n'attirera pas les gens qu'elle a envie d'attirer. Les acteurs de la décarbonation dans la région, ils sont issus du secteur public ou privé, mais leurs motivations et leurs attentes sont très variées. Elles concernent cependant un scope de secteur extrêmement étendu que je n'ai même pas encore abordé. Donc, je vais rapidement vous présenter les différents secteurs porteurs qui concernent les activités de réduction des émissions et de décarbonation.
Vous allez retrouver dans les besoins de la région beaucoup de demandes sur le développement des énergies renouvelables et les infrastructures associées. Quand je parle d'infrastructures associées, c'est par exemple au Vietnam qui a connu un énorme push en termes d'ajout dans sa capacité de production d'énergie avec beaucoup d'énergie renouvelable, qui a un peu mis à mal son réseau de distribution et de transmission. Et donc, quand il ne s'agit pas que des technologies de développement de la production d'énergie à partir de ressources renouvelables, mais également tout ce qui concerne la distribution de l'électricité qui est produite par ces ressources. Vous avez également un gros focus dans la région sur tout ce qui est solutions techniques de capture du carbone et surtout stockage et séquestration de ce carbone. Parce que, comme j'ai pu l'évoquer à plusieurs reprises dans cette présentation, les centrales charbon restent quand même une très grosse ressource énergétique pour la zone. Et il est probable que ces centrales tournent encore pour quelques années. Donc, il y a beaucoup de projets de retrofit des installations existantes et d'ajout de capteurs, de solutions de captage des émissions de CO2 de ces installations. Vous allez aussi avoir un gros besoin sur tout ce qui concerne les solutions d'efficacité énergétique dans les bâtiments. Alors autant en Europe, on va avoir des solutions pour éviter les pertes de chaleur, autant en Asie, on va surtout avoir des besoins pour limiter la consommation pour limiter les besoins de refroidissement des bâtiments, tout ce qui est isolation des bâtiments pour permettre de garder au maximum le froid, éviter les pertes de froid. Vous avez donc ces secteurs vont concerner à la fois le secteur de la construction, mais aussi tout ce qui concerne les secteurs, encore une fois, de distribution et de transmission de l'électricité, où on va avoir beaucoup de pertes d'énergie. Donc ce secteur, il va aussi concerner toutes les solutions smart qui peuvent permettre de rendre plus efficace la distribution de l'électricité et la consommation d'électricité auprès des usagers. Vous avez un autre sujet un peu clé, ça va être le secteur forestier marin, sur tout ce qui concerne la restauration des écosystèmes et la gestion forestière. L'idée là, c'est que beaucoup de pays ont commencé à identifier le fait qu'ils ont des ressources encore peu exploitées qui pourraient euh, être transformées en puits de carbone beaucoup plus efficaces et permettre ainsi leur permettre de réduire, de compenser à minima leurs émissions de carbone. Vous avez aussi tout un sujet sur tout ce qui concerne les solutions de mobilité. La zone ASEAN s'urbanise très rapidement. Enfin, vous allez avoir tout un sujet sur le secteur agricole. La zone, elle dépend énormément de sa production agricole. En Australie, il y a beaucoup de production bovin. Et effectivement, il est intéressant si vous êtes une entreprise qui propose des solutions pour proposer des alternatives à des techniques agricoles ou d'élevage qui sont émettrices de gaz à effet de serre, je pense que vous pourrez trouver des fortes opportunités dans la région. Pour ceux d'entre vous qui ont donc maintenant été convaincus par cette présentation et qui envisagent le marché de l'ASEAN-Océanie, voici juste rapidement quelques petits conseils finaux. Même si la région, comme j'ai pu l'expliquer, est assez hétérogène, essayez d'avoir une approche régionale, ne négligez aucun pays. Les pays de l'Asie du Sud-Est et de l'Océanie sont sujets à des problématiques communes et interdépendantes. Et de même, vous implanter dans un pays comme la Malaisie ou le Vietnam va vous permettre, en période évidemment hors Covid, de rayonner sur la région relativement facilement. Vous pouvez commencer par vous implanter dans la région avec un bureau de représentation ou une succursale pour vous commencer à vous familiariser avec le marché avant de choisir une forme d'implantation vraiment adaptée sur le long terme aux opportunités que vous identifierez dans la région. Ensuite, ayez vraiment conscience de la forte politisation du sujet de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de carbone dans la région. Renseignez-vous sur la législation en vigueur. Ne soyez pas trop impatient. C'est une région où les relations commerciales et les projets se construisent au fil du temps. Il est nécessaire de maintenir le contact avec vos partenaires potentiels sur la durée pour vraiment vous assurer une véritable implantation dans la zone. Et enfin, consultez les solutions de financement que propose BPI France, notamment sur tout ce qui concerne les crédits export et les assurances prospection qui vous permettront de vous projeter bien plus sereinement sur la zone ASEAN-Océanie. Pour tout ce qui concerne votre accompagnement sur la région, la Team France Export est là pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. Merci beaucoup pour votre attention. Je reste disponible par email ou par LinkedIn pour toute demande d'informations complémentaires. N'hésitez pas à me contacter. Enfin, pour conclure, je me permets juste de signaler quelles sont les sources qui m'ont aidé à construire cette présentation.
Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous rencontrer très prochainement. Bonne journée.